Donc, bonjour à tous et merci de participer à ce nouveau webinaire sur les biostatistiques. Donc, on relance un cycle de webinaires en partenariat avec le groupe Unicancer ORL et on va démarrer ce cycle donc par une formation qui va être donnée, et on le remercie, par Jocelyn Gall, qui est biostatisticien et méthodologiste au Centre Antoine Lacassagne. Donc, pour ceux qui ont assisté aux journées ARC qu'on avait organisées en décembre, Jocelyn avait déjà donné une formation sur les biostats et qui avait donné lieu à pas mal de questions, et on avait donc tous convenu de poursuivre ces discussions sous forme d'un webinaire pour aller un peu plus loin. Donc sur cette interface, vous pouvez poser vos questions sur un chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, Jocelyn y répondra module par module. Donc, n'hésitez pas à poser les questions tout au long de la formation si vous en avez, et comme ça, on pourra y répondre. Voilà, et je vais donc laisser la parole à Jocelyn. Merci Laure. Alors, je me présente, je suis Jocelyn Gall, je suis méthodologiste et biostatisticien au Centre Antoine Lacassagne. Je travaille au département d'épidémiologie, de biostatistique et des données de santé. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une introduction à la méthodologie en recherche biomédicale. Alors, tout d'abord, donc les différents types de recherche qui existent. Donc, pour faire simple et rapide, il y a tout d'abord la recherche fondamentale, donc c'est la recherche qui concerne principalement les études qui engagent les chercheurs du CNRS, par exemple. Donc, on va faire des essais in vitro, in vivo. Il y a ensuite la recherche dite alors de transfert, donc l'objectif de cette recherche, c'est, à partir des premiers résultats, issus de la recherche fondamentale, on va essayer de mettre en place, une des recherches enfin, on va essayer de mettre en place des essais pour la recherche clinique. Donc c'est vraiment la recherche de transfert. On essaie de passer du théorique, si on veut, à la pratique. Il y a la recherche vraiment à proprement dit clinique, donc ça va être la recherche avec les essais dits prospectifs, donc de phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. On y reviendra un peu plus tard, dans ce webinaire. Il y a la recherche dite épidémiologique, donc on va dire que ça va être la recherche avec sur des bases rétrospectives. Il y a la recherche en sciences humaines et sociales, donc ça va être surtout les études, dites de qualité de vie, donc vraiment très importantes, en oncologie. Il y a la recherche, bibliographique, donc ça va être des recherches sur, on va se poser une question et on va regarder l'état de l'art, au niveau, mondial sur, cette question, et on va faire une synthèse de tous ces articles et on va en faire, un papier, principal. Et ensuite, en parallèle, on va dire, il y a la recherche dite médico-économique. Donc, est-ce que, par exemple, la mise, sur le marché d'un nouveau, traitement, est-ce qu'économiquement, combien ça va coûter vis-à-vis, de l'hôpital, vis-à-vis de la société? On va vouloir évaluer les coûts. Donc, les notions vraiment fondamentales, à savoir. Donc, il y a c'est basé la recherche clinique est basée sur une démarche dite, hypothético, déductive. Donc on va partir d'une observation faite par un clinicien, ou bien celui-ci va faire un état de l'art par le biais de PubMed, bibliographie. De tout ça, il va en tirer une hypothèse, de recherche. À partir de cette hypothèse, il va venir voir le méthodologiste et il va vouloir lancer une étude clinique. Donc, à partir de cette hypothèse, je vais construire un design qui va pouvoir répondre au mieux à son hypothèse. Donc, je vais rédiger, élaborer un objectif principal, des objectifs secondaires, et pour chaque objectif, il va y avoir un critère de jugement associé. Vraiment, l'essentiel à savoir, c'est un objectif, un critère. Parallèlement à ça, le protocole de recherche clinique va être rédigé par le chef de projet et on va fusionner donc le design, l'étude, et on va l'intégrer, l'incorporer dans, le protocole. On va regarder en même temps, les critères d'inclusion et de non-inclusion, des patients. Tout ça, ça sera écrit dans le protocole. Donc à ce stade-là, les 3 personnes, principales, ça va vraiment être l'investigateur, le clinicien, le chef de projet
et le méthodologiste. L'étude reçoit les autorisations réglementaires. À partir de ça, l'étude est lancée. Il va y avoir les inclusions des patients. À la fin des inclusions, on va récolter les données qui seront dites data managées par le data manager. Il va structurer les bases de données, il va vérifier la qualité et la cohérence des données. Il m'exportera les bases de données. Moi, je ferai les analyses et je répondrai donc à l'objectif principal et aux objectifs secondaires. Donc, par rapport à l'objectif principal et l'hypothèse, donc soit l'hypothèse sera acceptée, donc là, il va y avoir une valorisation scientifique et il va y avoir une avancée, soit l'hypothèse est réfutée. Donc là, à partir de ce moment-là, soit on va reformuler l'objectif et on pourrait relancer une étude, parce que peut-être que l'hypothèse du médecin, du clinicien n'était pas la bonne. Donc, ça, avec ces données, on va se dire, non, c'était pas comme ça qu'il fallait faire, c'était comme ça. Soit carrément, il décidera que non, le traitement ne fonctionne pas, donc on ne va pas aller plus loin. J'encourage fortement maintenant, les investigateurs, même quand l'étude est dite négative, de publier, les résultats, de ces essais. Parce que, ça évitera, aux autres équipes de lancer des nouvelles études avec ces hypothèses, si on sait que ça ne fonctionne pas. C'est pour faire du partage de connaissances. Donc les bonnes questions à se poser dès le départ. Donc l'étude, est-ce qu'elle apporte ou confirme-t-elle quelque chose, de cliniquement pertinent? Pour ça, on va rédiger le rationnel de l'étude qui va être basé sur une bibliographie récente. Donc nous, la bibliographie, en médical, ça on se basera sur PubMed. On va élaborer un objectif principal, des objectifs secondaires comme je vous ai dit, des critères de jugement. Donc le critère pour un critère correspondra à un objectif et le critère va permettre de, on va dire, formaliser les objectifs en données mesurables. Moi, quand je ferai l'analyse, je me baserai principalement sur critères parce que les données, ça va être des variables. Donc je vais regarder principalement les variables. Le type de patient, est-ce que les patients respectent bien les critères d'inclusion et de non-inclusion? Ça, c'est très important. Ensuite, on va se poser sur la stratégie d'analyse, le type de méthodologie, en fonction bien entendu de l'objectif. Si c'est l'objectif principal, c'est évaluer la toxicité, on va s'orienter plutôt sur une phase 1. Si c'est évaluer l'efficacité, plutôt sur une phase 2. Et on verra, on discutera, tout ça c'est une concertation avec le clinicien. Est-ce qu'on fera un bras, 2 bras? Tout ça, on en discute avec lui. Est-ce que l'analyse principale sera confirmatoire ou où y a-t-il des analyses secondaires exploratoires? Et ensuite, le cœur du protocole, ça sera combien de patients à inclure. Ce nombre de patients sera tiré directement du critère de jugement principal, donc indirectement de l'objectif principal. Donc vous voyez que sur cette slide, tout est relié. La bibliographie, à partir de ça, on va pouvoir formuler un objectif. De cet objectif, on va pouvoir formuler le critère de jugement et à partir de ce critère de jugement, je vais pouvoir calculer le nombre de suivis nécessaires. Le tirage au sort ou la randomisation. Donc comme vous voyez sur ce graphique, donc le patient est prescreené et à partir d'un certain moment, il va être inclus et il va être soit randomisé dans le bras A, soit dans le bras B. Là, c'est le hasard qui fera qu'il sera affecté bras A ou bras B et rien d'autre. Pourquoi faire du tirage au sort? Bah, l'idée principale, c'est qu'on ait 2 groupes de patients le plus homogènes possible et que, voilà, la seule différence qui existe entre ces 2 groupes, c'est le traitement dans lequel ils seront randomisés. Pour Ça va nous permettre vraiment d'évaluer vraiment l'efficacité ou non
du traitement expérimental. Donc ça permet, voilà, une probabilité identique de recevoir l'un ou l'autre des 2 traitements. Le traitement en insu ou, le traitement dit en aveugle. Donc ça permet de, minimiser les changements de comportement des participants ou enfin du patient ou, de l'investigateur. Donc il y a plusieurs types de traitements en insu. Il y a le simple aveugle où c'est le patient ne connaît pas le traitement qu'il va recevoir. Il sait qu'il est randomé dans le bras A ou dans le bras B, mais il ne connaît pas la différence. Ça permet de limiter l'influence du traitement psychologiquement au patient. Ensuite, il y a aussi les essais en double aveugle. Les essais en double aveugle, donc c'est l'investigateur, le clinicien, mais aussi le patient qui ne connaissent pas le bras de randomisation. Et ensuite, alors je ne l'ai pas marqué, il y a aussi les essais en triple aveugle. L'essai en triple aveugle, donc il y a le patient, le clinicien, mais aussi le statisticien qui ne connaît pas le traitement qui a été affecté au patient. Tout se fait en aveugle. Et c'est lors de la fin de l'analyse que la levée de l'aveugle est réalisée. Donc le tirage au sort, donc ça permet d'avoir des groupes initialement, comme c'est marqué, comparables à l'inclusion, à J0, à l'exception bien entendu du type de traitement. Et l'insu, ça permet de maintenir la comparabilité des groupes durant tout l'essai clinique. Bien entendu, toujours à l'exception du traitement. L'essai contrôlé, donc il est indispensable pour valider l'efficacité de manière totalement objective. Le groupe contrôle va recevoir le traitement de référence ou le placebo. En oncologie, on ne donnera jamais un placebo à un patient. Ça sera toujours traitement de référence versus traitement expérimental. Ou bien des associations, où là, dans ce cas-là, on peut mettre, s'il y a l'association de 2 molécules, le placebo plus la molécule de référence versus 2 nouvelles molécules. Jamais de placebo, taux de 100 de placebo. Le groupe contrôle doit avoir les mêmes caractéristiques que le groupe expérimental, excepté sur le traitement. Donc, lors de l'analyse, ce que je vais faire pour bien vérifier que la randomisation a bien fonctionné, c'est que je vais faire un tableau comparatif des caractéristiques cliniques des patients initiales dès le départ. Comme ça, je verrai bien si la randomisation a bien marché. L'objectif et critères de jugement. Donc, comme je vous ai dit, pour un objectif, il va y avoir un critère de jugement associé. Donc, l'objectif principal, il est unique. Il va permettre de confirmer notre hypothèse ou non. Les objectifs secondaires, il peut y en avoir plusieurs. Ces objectifs secondaires sont là dans un but exploratoire, quitte à inclure 100, 200 ou 300 patients dans une étude. On a bien entendu un objectif principal, une hypothèse, mais en même temps, on peut regarder si l'objectif principal, c'est l'efficacité, on peut regarder, ben tiens, est-ce qu'il n'y a pas un effet sur la qualité de vie des patients? On peut voir, est-ce qu'il n'y a pas un effet sur la toxicité, sur la survie? On peut voir plein de choses. Et ces études peuvent permettre, dans un deuxième temps, de lancer des nouvelles études. Ah ben, je me rends compte que oui, il est plus efficace, mais on dirait il améliore ou il détériore la qualité de vie. Bah, ça, je vais lancer une nouvelle étude pour vérifier tout ça. Le critère, donc ça permet de mesurer, voilà, de quantifier notre objectif. Donc il y a la pertinence clinique, donc elle doit être réelle, importante pour le patient ou vis-à-vis de la maladie. Et il va y avoir la fiabilité. Ça doit permettre d'évaluer toujours le même état, de la même façon, quel que soit l'investigateur.
La taille d'étude, donc le nombre de patients à inclure. Donc, c'est une justification du nombre de patients nécessaires qui va nous permettre de répondre à notre hypothèse et qui va mettre en évidence une différence minimale cliniquement intéressante. Je reviendrai un peu plus tard sur la différence minimale cliniquement intéressante. Doit être déterminée à l'avance. Sinon, bien entendu, en cas d'effectif insuffisant dans les deux groupes comparés, il ne sera peut-être pas possible de conclure. Au niveau donc du calcul nombre de sujets nécessaires, donc c'est basé sur un test d'hypothèse où on a une hypothèse nulle. Donc les deux traitements, comme vous voyez en haut, H0, probabilité de A égale probabilité de B. Donc on va dire que les deux traitements ont la même efficacité versus l'hypothèse alternative, il existe une différence d'efficacité entre les deux traitements. À cela, donc on va affecter un risque alpha et un risque bêta. Le risque alpha, ça va être donc de rejeter l'hypothèse nulle, donc de dire qu'il existe une différence entre deux traitements, alors qu'en vérité, elle n'y est pas. Donc forcément, on veut faire en sorte que cette erreur soit la plus petite possible. Le risque bêta, donc ça va être le risque de ne pas rejeter l'hypothèse nulle, donc de dire que les deux traitements ont la même efficacité, alors qu'elle existe véritablement. La puissance d'une étude, c'est égal à 1 moins bêta. Généralement, le bêta, ce risque-là, on va le prendre à 20%. Ce qui va faire qu'on va avoir une puissance d'étude de 80%. Le alpha, généralement, ça sera pris environ à 5%. On va dire que c'est un consensus, alpha à 5%, bêta à 20%. Après, bien entendu, vous pouvez avoir un alpha un peu plus élevé au détriment du bêta. Ça sera principalement, par exemple, pour les cas des études de phase 2, ou avoir un alpha un peu plus petit. Ça, c'est toujours en discussion. Parce que forcément, si vous jouez sur le alpha et le bêta, ça va jouer sur le nombre de patients inclus. Donc, forcément, si vous dites au clinicien, je prends un alpha très stringent et un bêta très stringent, il vous faut 300 patients. Peut-être que le clinicien vous dira, non, je ne peux pas inclure 300 patients, mais je peux en mettre 250 ou 200. Donc à ce moment-là, on va augmenter un petit peu l'alpha, on va jouer sur ces deux paramètres. Les types d'analyse. Donc, quand on fait un essai randomisé, il y a 3 grands types d'analyse ou 3 grands types de populations d'analyse. Il va y avoir la population en intention de traiter. Donc ça vise à maintenir la comparabilité des groupes. Il n'y a aucune exclusion de participants ou d'événements. Ça permet d'évaluer le traitement en pratique courante. En gros, comme exemple, un patient est éligible pour un essai clinique, il voit le clinicien le randomise, le patient sort de la consultation, il réfléchit, se dit non, finalement, je ne veux pas être inclus dans cet essai, il retire son consentement. Moi, en tant que statisticien, je vais l'inclure dans l'analyse, même s'il n'a reçu aucun traitement. Juste en dessous, il y a donc ce qu'on appelle l'intention de traiter modifiée ou la full analyse set. C'est un type de population qui va être un petit peu moins stringent. Donc dans ce cas-là, dans le cas que je viens de vous dire, ce patient ne sera pas analysé. Je vais l'exclure de l'analyse. Ou ça peut être le cas des patients qui présentent une violation majeure au protocole. On leur dit de ne pas prendre de l'aspirine, ils prennent de l'aspirine. En ITT modifié ou FAS, je vais les exclure. Les analyses donc en pair protocole, donc ça n'inclut
que les patients ayant suivi le traitement selon, alors là, il y a écrit les règles de l'art, selon vraiment le protocole. Donc exclusion des non-observants, exclusion des patients avec des modifications en posologie ou exclusion des patients ayant stoppé le traitement pour, événements indésirables ou autres motifs. Donc bien entendu, les conséquences, on perd de la comparabilité entre les groupes, parce qu'on va peut-être que dans un groupe, il y aura un peu plus de patients qui, seront non observants ou pas, ou qui vont présenter des EI, donc ça va aller déséquilibrer les groupes. Mais ça permet donc d'explorer l'efficacité vraiment théorique du patient, puisque le patient aura suivi tout le protocole de A à Z. Ce sont des analyses qui sont complémentaires de l'ITT. Lorsqu'on fait un essai randomisé de supériorité, on va, en première intention, faire une analyse donc dite en ITT et en deuxième intention, en pair protocole. Donc la différence entre statistiquement significatif et différence cliniquement pertinente. Donc le nouveau traitement, exemple prescrit dans le cancer du pancréas, qui améliorait la survie de 3 mois, de survie sur 1 an. Donc ça, il y a une différence cliniquement pertinente. Un nouveau traitement prescrit dans le cancer du sein, qui améliorerait de 3 mois la survie de 20 ans. Alors oui, statistiquement, il peut y avoir une différence, mais est-ce que cliniquement c'est pertinent? Je n'y crois pas. Donc vraiment, c'est vraiment la base. C'est vraiment essentiel à savoir. Laure, est-ce qu'il y a des questions jusque maintenant? Non, j'ai pas de questions. Donc pour rappel, parce qu'on a pas mal de personnes qui se sont connectées en cours de route, il y a un chat, questions-réponses là que vous voyez dans votre barre en bas de votre écran et n'hésitez pas à poser des questions directement dans le chat si vous en avez. Parfait, merci Laure. Donc je vais continuer. Donc les essais thérapeutiques. Donc là, vous voyez les phases de développement, d'un médicament. Donc comme vous pouvez le voir, entre vraiment la recherche fondamentale, comme je vous ai montré, et la phase 4 où, le traitement a été déjà mis sur le marché et utilisé de façon en pratique courante. Vous voyez le temps que ça peut prendre. Donc ça peut prendre au minimum, allez, 10-12 ans et ça peut aller jusqu'à 15-20-25 ans. Donc, quand on regarde vraiment la partie recherche clinique, donc la phase 1, l'objectif, c'est d'évaluer la toxicité du traitement, donc voir la posologie. La phase 2, on va évaluer l'efficacité du traitement. Et enfin, la phase 3, on va évaluer l'efficacité réelle. Donc souvent, l'étude de phase 3 en oncologie, ça va être une étude de phase 3 où on va évaluer la survie globale. À la fin de cette phase 3, on va pouvoir demander une autorisation sur la mise sur le marché du médicament. Et après, il y a la phase 4 où la phase 4, le traitement est utilisé de façon en routine clinique et on verra, ça concerne surtout les phases 4, la pharmacovigilance, voir les effets à très long terme. Vous pouvez voir aussi que en termes de patients inclus au niveau des phases, donc les études de phase 1, donc là, il y a écrit 20 à 50 patients, donc c'est une façon, on va dire que c'est global. En oncologie, on mettra en phase 1 aux alentours des 15-20 patients. La phase 2 va tourner aux alentours des 100-200 patients et la phase 3, là, il peut y avoir beaucoup plus de patients, 200, 300, 400 patients. Les études de phase 4, là, on inclura peut-être certainement des milliers de patients. Donc la phase 1, donc vraiment l'objectif de la phase 1, ça va être d'évaluer les toxicités doses limitantes, la dose maximale tolérée et enfin la dose recommandée pour pouvoir passer en phase 2. On va évaluer le profil pharmacologique de la molécule, donc avec la pharmacocinétique, pharmacodynamique.
Les contraintes, donc on veut éviter de sous-traiter les patients et de surtraiter les patients. Ce qui veut dire que on va éviter d'inclure des patients dans des doses qui ne seront pas toxiques, mais on sait qu'elles ne donneront aucune efficacité. Mais aussi, on veut éviter d'inclure des patients dans des posologies où les patients feront tout de suite des toxicités sévères. Donc c'est un bon, juste compromis. On va essayer de minimiser le nombre de patients, mais en même temps, on va essayer de recueillir le maximum d'informations sur, la dose maximale tolérée, les toxicités doses limitantes, doses recommandées et la PK/PD. Donc en pratique, on va essayer de sélectionner la meilleure dose, posologie initiale. Je choisirai en fonction du type de design de phase 1, le choix des paliers de doses successifs et du schéma d'escalade de dose. On verra les schémas d'escalade de dose juste après. Donc le schéma traditionnel, classique, c'est le schéma dit, de 3+3. Donc on a le palier de dose initiale, on va inclure 3 patients. Sur ces 3 patients, on va évaluer le nombre de toxicités dose limitantes. Si aucun des 3 patients n'a fait de toxicité dose limitante, on va passer au palier 2. Si un patient sur 3 a fait une toxicité dose limitante, on va réinclure 3 nouveaux patients. Si sur ces 3 nouveaux patients, donc en tout on en a 6, on est toujours à un seul patient sur 6, on va, si on est au palier 1, passer au palier 2. Si on a atteint la dose maximale prévue, on pourra dire que la dose maximale tolérée n'a pas été identifiée. Ensuite, on va revenir là, donc le nombre de toxicités dose limitante. Si dès le départ, on a donc 2 patients sur 3 qui présentent des toxicités dose limitantes, on a tout de suite identifié la dose maximale tolérée. Et la dose recommandée sera le palier -1. Donc, vous pouvez vous rendre compte que si dès le départ, vous avez choisi un mauvais palier de dose initiale, donc palier 1, dès le palier 1, vous avez 2 patients sur 3 qui font des toxicités. Oui, vous avez identifié la dose maximale tolérée, mais la dose recommandée, là, vous êtes bloqué. Donc dans certains cas, on prévoit, quand on n'est vraiment pas sûr que le premier palier passe, on va identifier, on va mettre des paliers dits N-1. Et ça vaut aussi pour les paliers supérieurs. Si on prévoit 4 paliers et qu'on se rend compte que, on n'atteint pas la dose maximale tolérée, on n'arrivera pas à identifier la dose recommandée. Ce type de schéma, qui est simple, présente malheureusement, des limites. Donc, ça traite trop de patients à des doses infrathérapeutiques, n'entraîne pas une convergence vers une vraie valeur de la dose recommandée et ne prend pas en compte toutes les informations recueillies. C'est-à-dire que chaque palier est indépendant les uns des autres. Ce qui se passe par exemple au palier 1, une fois qu'on est au palier 2, le palier 2, on ne va pas regarder ce qui se passe au palier 1 et ça continue comme ça. Et ensuite, le souci qui peut se poser aussi, c'est l'ordre d'inclusion des patients. Imaginez que dès le départ, au palier 1, le hasard fait que vous avez inclus un patient qui ne va très mal tolérer le traitement. Alors que tous les autres, on sait que, normalement, ça devrait passer. C'est le hasard qui fait que, dès le départ, ça ne passe pas. Beh, ça peut vous mettre en difficulté, alors que c'est juste le hasard. Alors, il y a des schémas, alternatifs qui sont maintenant de plus en plus recommandés et utilisés. Donc, c'est les méthodes, études de phase 1 avec des méthodes dites, de CRM, méthode bayésienne. Alors, comme vous pouvez voir, ce sont des méthodes qui existent depuis quand même de nombreuses années
mais qui les cliniciens ont un petit peu des difficultés à les utiliser. Ils veulent rester, puis ils restent principalement sur les études de type 3+3. Donc c'est un petit peu il faut un peu faut faire un peu de l'enseignement et expliquer vraiment tout l'intérêt de ces nouvelles méthodes, CRM, Tight CRM. Donc, elles permettent de converger plus rapidement vers la dose recommandée. Elles permettent donc de décrire une probabilité de toxicité dose limitante par une fonction, alors croissante mathématiquement, qui converge vers une courbe de probabilité réelle. C'est-à-dire que dès le départ, lors de la rédaction du protocole, on va réaliser, imaginer une courbe a priori de toxicité. Donc je vois le clinicien et je lui dis: «Ben voilà, en fonction, par exemple, de tes 5 paliers de dose, quelle est la probabilité pour chaque palier de dose d'atteindre d'avoir tes toxicités doses limitantes?» Sachant qu'on ne veut pas dépasser 33 de DLT en onco. Donc lui, il va me dire, bah, par exemple, palier 1, 3 de chance, 5 de chance. Palier 2, 15. Palier 3, 25. Palier 4, 30. Palier 5, 45. Et au fur et à mesure de l'inclusion des patients, cette courbe va évoluer, va prendre en compte toute l'information de tous les patients inclus et va la réajuster. Donc s'il faut, on était, comme je vous ai dit, à 5, 15, 20, 30, 50, ben, peut-être que ça va être plutôt du 15, 20, 30, 70. L'intérêt aussi, c'est qu'il y a une inclusion constante des patients. Au fur et à mesure que les patients rentrent dans l'essai, ils sont inclus. Tandis que dans la méthode 3+3, on en met 3, on attend notre endpoint et on en réinclut 3 après. Là, c'est une inclusion en temps réel et en continu. Et ça prend en compte l'ensemble de l'information de tous les patients. Les études de phase 1-2. Donc les études de phase 1-2, l'objectif, donc, c'est d'évaluer conjointement l'efficacité et la toxicité du traitement. Principalement utilisé pour les thérapies ciblées, ça permet de réduire les coûts et la durée des études. Donc comme vous pouvez voir sur ce graphique, ben, en fonction des paliers de dose, la probabilité de faire des toxicités augmente. Par contre, l'efficacité, elle stagne. Donc on peut très bien se dire, dans ce cas de figure, bah, palier 4, on a atteint un plateau d'efficacité, pas la peine d'inclure des patients avec des posologies plus élevées, puisqu'ils font plus de toxicité, mais ça ne fera pas plus efficace. Il existe donc des phases 1 d'association de molécules. Donc l'objectif, c'est l'additivité, voire la synergie d'action entre les molécules. Des fois, 1+1, dans ce cas-là, ça ne fera pas 2, ça fera 3. Ça permet d'éviter une augmentation intolérable de la toxicité, les limites, difficultés, donc de nombreuses associations qui sont possibles. Il faut bien réfléchir ça dès le départ. Ça peut devenir assez délicat à monter méthodologiquement quand on a plus de 2 molécules. Donc en pratique, il faut fixer la dose d'un des traitements, d'une des molécules, et faire varier l'autre. Et on va faire une augmentation alternative, l'une puis l'autre, etc. Alors, j'avais marqué donc les schémas d'escale de dose, donc le digne de type 3+3, parce qu'il reste toujours, on va dire, traditionnel, mais il existe depuis quelque temps des modèles, des designs vraiment adaptés à ce type d'association. Est-ce qu'il y a des questions pour les études de phase 1? Alors, il n'y en a pas dans le chat, mais juste une petite question. Est-ce que toi, tu as des recos sur l'utilisation de l'un ou de l'autre des schémas? Parce qu'on sait quand même, sur des schémas adaptatifs, ça demande aussi du monitoring. Ah! Eh oui, Eh oui. on Alors, est. c'est une très bonne question. Alors, en
là, c'est le méthodo qui parle, et ça reste personnel. Je J'opte principalement pour les essais avec je pense que le 3+3 n'est plus adapté avec, les associations de nouvelles molécules, l'immunothérapie, heu, la radiothérapie. Tout ça, c'est plus fait. Ça marchait très, très bien pour, les chimiothérapies il y a 30 ans, parce qu'on avait, l'évaluation de la toxicité qui arrivait dans les 24, 48, 72 heures, donc c'était très bien. Maintenant, par exemple, avec l'association molécules plus radiothérapie, ben, on arrive à avoir des toxicités quasiment à 1 an. Donc si on utilise un schéma 3+3, ben, pour faire le endpoint, il faut attendre 1 an avant de pouvoir réinclure 3 nouveaux patients. Donc vous pouvez voir que l'essai, est interminable. Tandis qu'avec la méthode donc Tight CRM, on peut continuer à réinclure et avec un endpoint à 1 an et en fonction des nouvelles informations, eh beh, l'algorithme va réajuster le palier de dose quand un nouveau patient arrive. Alors ensuite, ça marche très, très bien, c'est le côté positif. Le côté négatif, effectivement, c'est qu'il faut être, bah, hyper réactif au niveau des toxicités, de ouais, qu'il faut saisir la donnée limite en temps réel. C'est le gros bémol de ce type d'étude, de ce type de design. Parce que forcément, quand un nouveau patient va être inclus, moi je vais regarder ce qui s'est passé. Si toutes les toxicités ne sont pas mises à jour dans le CRF, l'algorithme, il va me dire: «Ah bah, il y a pas de toxicité ou très peu de toxicité». En fonction de ma courbe a priori, bah, le prochain patient, on peut l'inclure dans le nouveau, palier. Alors qu'en vérité, peut-être qu'il y a eu des toxicités qui n'ont pas été saisies et on se rend compte a posteriori: «Ah oui, mais il y avait des tox que le patient avait fait une tox de grade 4». Ah oui, mais là, vous m'auriez dit ça dès le départ, peut-être que certainement que l'algorithme vous aurait dit: «On redescend d'un palier». Donc Ouais, c'est un ça, message important, je pense, de dire que oui. voilà, C'est le c'est vraiment l'élément, on va dire, excuse-moi le terme, l'élément touchy de ce type de design. Après, il faut vraiment c'est pour ça que dès le départ dans le protocole, il faut bien en être conscient et mettre en place les bonnes procédures. Donc ça, c'est vraiment un travail entre le stat, le data, le chef de projet et les arcs. Il faut que tout le monde en soit bien conscient. OK, merci pour cette Heu, réponse. alors, maintenant qu'on a évalué notre dose recommandée, donc on a défini nos toxicités et doses limitantes, la dose maximale tolérée, donc la dose recommandée. On va pouvoir passer en phase 2. La phase 2, donc l'objectif, c'est d'évaluer, l'efficacité, de notre traitement, de la molécule. OK, d'accord, elle est elle présente des toxicités satisfaisantes, acceptables, mais est-ce que le traitement est efficace? Ça, c'est une bonne question après. Donc en pratique, on va rejeter le plus vite possible, bah, des molécules qui sont inefficaces. On va minimiser le risque de passer à côté d'une substance active et on va toujours exposer le minimum, de patients à cette molécule, potentiellement inactive et ou toxique. Parce que même en phase 2, on continue, d'emmagasiner de l'information sur les toxicités puisque lors de la phase 1, on a inclus qu'une vingtaine de patients. Donc on est même si on connaît un petit peu le profil de toxicité du traitement, bah, on va quand même continuer à améliorer et on va dire diminuer l'intervalle de confiance en termes de pourcentage de, toxicité. Donc les schémas de phase 2 les plus connus, donc alors il y a le schéma de Fleming à une ou plusieurs étapes, le schéma de Simon en 2 étapes, le schéma de Brian Henday et le schéma de Insigne. Alors, quand je dis étapes, ce sont des analyses intermédiaires. Donc, le schéma de Fleming autorise soit un essai avec une seule analyse, donc on inclut tous les patients, à la fin on analyse lors de l'analyse finale. Le schéma de Simon, lui, il autorise une analyse dite intermédiaire.
L'objectif, comme c'est marqué, c'est rejeter tôt une drogue qui est inactive. En termes d'inconvénients, donc ne prévoit pas d'arrêter à la énième, donc à la première étape pour efficacité, puisque l'idée de Simon disait pourquoi arrêter un essai clinique dont le traitement est efficace. Donc c'est pour ça qu'il avait prévu dans l'élaboration de, de son design un arrêt uniquement pour inefficacité. Alors que le schéma de Fleming, lui, par contre, quand on fait à plusieurs étapes, il prévoit. On peut arrêter pour efficacité ou inefficacité. Le schéma de Brian Day, alors lui, c'est un schéma un petit peu particulier. C'est un schéma qui va permettre d'évaluer la toxicité, mais aussi l'efficacité en même temps. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on ne le fait pas dès le début? Pour l'évaluation de la toxicité, on va utiliser ce type de design quand il n'y a qu'un seul type, quand il n'y a qu'une seule, posologie possible. Ça va être très utilisé, par exemple, pour les essais en radiothérapie. En radiothérapie, bah, on va dire qu'il n'y a pas d'escalade de dose. Il va y avoir un nombre de degrés, par traitement et puis c'est tout. Le clinicien, bah, on peut donc l'escalade de dose n'est pas possible. Donc la phase 1, théoriquement, n'est pas envisageable. Par contre, on veut quand même, pour le clinicien, il veut quand même évaluer la toxicité de la radiothérapie. Et bien, il va faire un essai de phase 2 type Brian Day, où il va évaluer la toxicité et l'efficacité en même temps. L'étude de phase 3. Donc l'étude de phase 3, c'est l'étude comparative de l'efficacité réelle en pratique clinique standard. Bon, en oncologie, généralement, le endpoint de la phase 3, ça va être l'étude, donc la comparaison, ça va être la survie globale. Voilà, ça va être le endpoint principal. Donc ça va permettre de confirmer les propriétés thérapeutiques et les indications. On continue toujours à évaluer la toxicité du traitement expérimental. Donc ça permet aussi de préciser les caractéristiques du patient, du médicament, posologie, schéma d'administration, observance galénique, et ça va déboucher théoriquement sur une AMM, autorisation de la mise sur le marché du médicament. Donc la phase 3 va être randomisée. Les différents types de plans expérimentaux. Donc, on avait vu ça au début, donc le plan parallèle, donc randomisation bras A, bras B. Pour la randomisation, on va dire que normalement, si c'est multicentrique, ça doit être tout le temps stratifié. Donc la différence entre stratifié et randomisé, la randomisation va permettre d'affecter, d'allouer un traitement au hasard entre un patient. Donc on va mettre le patient va rentrer soit dans le bras A, soit dans le bras B. Mais le hasard pourrait faire qu'on n'ait que des hommes dans le bras A et que des femmes dans le bras B, ou que des personnes jeunes dans un bras et que des personnes âgées dans l'autre bras. S'il y a un effet sexe et un effet âge par rapport au traitement, ben vous voyez que là, vous mettez un biais dans l'étude, dans l'analyse dès le départ. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va stratifier. On va faire en sorte qu'on ait autant de jeunes que de personnes âgées dans les deux bras et autant d'hommes et de femmes dans les deux bras. Pour équilibrer toujours l'objectif de la randomisation stratifiée, c'est vraiment d'avoir des populations les plus homogènes possibles entre les deux bras pour qu'on puisse vraiment évaluer l'efficacité, enfin évaluer le traitement. C'est ça qu'on veut voir. Donc il existe les plans en crossover. Donc le patient va être son propre témoin. Donc il est inclus, il est randomisé dans le bras A. Au bout d'une certaine période, il va passer dans le bras B. Et celui qui était dans le bras B va passer après dans le bras A. Il y a les plans factoriels, donc ça permet d'étudier en même temps l'influence de deux traitements.
traitement A, traitement B, groupe 1, groupe 2, traitement A et placebo 2B, groupe 3, traitement B plus placebo 2A. Et le groupe 4, en oncologie, ne va pas être possible puisque on ne peut pas mettre que du placebo. Les plans séquentiels, donc les plans séquentiels, ce sont les analyses intermédiaires. Je recommande fortement dans les protocoles d'inclure des analyses intermédiaires, enfin protocolaires, ce qui va te permettre d'éviter ce qu'on appelle la multiplicité des tests, puisqu'on va contrôler le risque de première espèce. Je m'explique. Quand on fait un essai clinique, si on fait 6, 7, 8 analyses dites intermédiaires sauvages, ben, statistiquement, vous augmentez votre chance de montrer une différence significative alors qu'elle n'y est pas. C'est comme si vous jouez au loto. Plus vous allez jouer au loto, ben, plus votre chance de gagner au loto va augmenter. Alors que ben, c'est complètement le hasard. Ben là, c'est la même chose. Tandis que si, au niveau du protocole, vous préparez, vous anticipez ces analyses, le risque alpha va être pris en compte. C'est-à-dire que on va faire le test de Bonferroni pour faire très simple. On fera le alpha, il sera divisé par le nombre d'analyses que vous allez faire. Si dans un essai de phase 3, vous prévoyez de faire 2 analyses, ben le alpha, vous allez le diviser par 2. Et là, vous pourrez conclure lors de la première analyse, lors de l'analyse intermédiaire, si le petit p est inférieur à 2,5, s'il y a une différence, oui ou non. Les différents types d'analyses intermédiaires, donc il y a arrêt pour toxicité. Si on se rend compte que lors de l'essai, si l'essai doit durer 5 ans, on doit mettre 100 patients et qu'on n'est pas encore tout à fait sûr du profil de toxicité, on peut dire, allez, à la moitié de l'inclusion, on va faire une analyse intermédiaire pour toxicité avec une règle de critères d'arrêt. Voilà, si on a plus de 33%, je donne un exemple, de patients qui présentent des toxicités dose limitantes, et ben on arrête l'essai. Il y a les essais, les arrêts pour futilité. Donc là, l'arrêt pour futilité, ça veut dire que on est sûr, bien quasiment sûr avec à 99%, on va dire, qu'on n'arrivera pas à démontrer une efficacité. Donc, à quoi ça sert de continuer un essai d'inclure des patients si on est sûr qu'à la fin, on ne démontrera aucune efficacité? Et ensuite, il y a l'essai pour arrêt intermédiaire avec arrêt pour efficacité, où là, bah, à la mi-inclusion, on a démontré une efficacité du nouveau traitement. C'était le cas du protocole Stoop dans le glioblastome, où ils avaient prévu protocolairement une analyse intermédiaire. Et lors de cette analyse, ils ont clairement démontré un gain d'efficacité du protocole du protocole Stoop par rapport au traitement standard. Donc, ils ont pu arrêter pour efficacité. L'intérêt, donc, éviter de traiter des patients avec un traitement trop toxique, éviter de traiter des patients avec un traitement non efficace, et ça permet donc de conclure plus rapidement sur l'efficacité. Mais tout ça, il faut qu'on définisse les règles d'arrêt a priori, donc dès le départ dans le protocole. L'étude de phase 4, donc le médicament est déjà sur le marché, il est réalisé dans la vraie vie, on va évaluer la pharmacovigilance et on continue toujours à mieux connaître le médicament. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il n'y en a pas dans le chat, mais encore une fois, une Mmh, petite question. Alors, je reviens sur les phases 2. oui. Est-ce que tu peux dire un mot sur sur 2 choses, le principe des phases 2 randomisées comparatives ou non comparatives? Comment on choisit et quel est l'intérêt du bras contrôle quand on est sur une phase 2 randomisée non comparative? Ça, c'est la première chose. Et pour les analyses intermédiaires, donc qui sont prévues par exemple dans les Simon ou dans les Fleming, heu, est-ce qu'il faut ou non arrêter le recrutement au moment où on fait, l'analyse de la première étape? Alors, pour répondre déjà à ta deuxième question, je vais le prendre dans l'autre sens. Hem, Théoriquement, oui, il faut arrêter
l'inclusion des patients pour l'analyse intermédiaire. Ça, c'est la théorie. En pratique, là, ça reste une discussion avec le clinicien. On peut, lors du protocole, écrire l'inclusion des patients ne sera pas stoppée lors de l'analyse intermédiaire, mais le justifier. Parce que l'on sait que le profil de toxicité, ou bien on sait que, le traitement est vraiment efficace, parce qu'il y a déjà une étude qui est déjà sortie, ou qu'on a des connaissances scientifiques qui va nous permettre de justifier ça. Voilà. Donc moi je le fais, après ça dépend un petit peu du contexte clinique, mais les 2 sont possibles. Voilà, soit on arrête, soit on peut continuer. Alors effectivement, arrêter, bon, en termes de sécurité, peut-être que ça serait peut-être mieux, mais bon, bah, forcément, l'essai est arrêté, après il faut repartir et des fois les essais, ils ont du mal. Mais si l'essai, on est sûr qu'il y a pas de souci en termes de toxicité et qu'il va être efficace, on peut le proposer. Bien entendu, ça sera les autorités, réglementaires qui, donneront leur accord ou pas. OK, ouais, c'est très clair. C'est souvent Alors une question qu'on se pose, hein, quand on a ce genre de oui, démarche. et alors, je me pose souvent moi aussi, je me pose souvent cette question et bah, ça, j'en discute avec le clinicien. C'est vraiment une discussion avec le clinicien, oui, on arrête, non, on peut continuer. Voilà. On propose et après, on soumet au CPP. Alors moi, en retour d'expérience, j'avais eu lors d'un essai, donc j'avais proposé de continuer le les inclusions. Le CPP nous avait dit: «Non», c'était un CMA de Simon, il nous dit: «Non, vous devez arrêter». Donc j'avais modifié le protocole, je l'avais, j'avais dit: «Bon, on stoppe les inclusions». Le hasard a voulu qu'il y ait eu plusieurs, enfin qu'il y ait eu des amendements et au bout d'un certain amendement, on avait quand même certaines données qui nous remontaient. Ben j'en avais reparlé avec le clinicien et même lui, il m'avait dit: «Ouais, ça serait bête de voilà, on pourrait quand même, continuer». Donc j'avais resoumis l'idée de continuer, les inclusions, de ne pas les stopper, mais cette fois-ci, on avait justifié pourquoi et la deuxième fois, le CPP avait donné son accord. Voilà, OK, c'est bon à savoir aussi. ouais. Alors ensuite, essai de phase 2 randomisé ou pas randomisé. Ouais et Alors comparatif ou non comparatif surtout parce que alors forcément la phase 2 à 2 bras, c'est le mieux. Pourquoi c'est mieux? Puisque alors, on va pas quand on fait une étude de phase 2, par exemple à 2 bras, on va pas comparer le bras expérimental et le bras, de référence statistiquement. Ce bras de référence va juste nous permettre de vérifier que nos hypothèses sont justes. C'est-à-dire, je vais essayer de m'expliquer. Quand on écrit l'hypothèse nulle, donc les 2, on a un pourcentage théorique d'efficacité pour une molécule de 50, bah, j'estime que le nouveau traitement expérimental va faire 80. Les 50, c'est tiré de la littérature, par exemple, et les 80, bon, bah, c'est le clinicien qui l'estime. Le 50, c'est du théorique. C'est la littérature qui le dit, c'est dans une autre population. Mais rien ne nous dit que, beh, en France ou par exemple, voilà, à Nice, bah, la population soit exactement la même que la population, de Rouen. Peut-être qu'il y a une petite différence. Peut-être que ça ne va pas être 50, ça peut-être à Nice, ça va être, 70. Forcément, quand on fait le calcul 50 versus 80, il nous faut inclure, 50 patients, mais si en vérité c'est 70 versus 80, bah, ça va pas être 50 patients, ça va être 200 patients. Donc le bras de référence va nous permettre de vérifier que notre hypothèse de 50, bah, c'est bien la bonne. Ça va pas être les 70, ou si c'est le cas, ben, on s'est trompé dès le départ. Mais ça va vraiment être notre bras étalon pour vérifier que notre hypothèse de départ était bonne. très clair, c'est très clair. Merci. Alors alors les types, d'études épidémiologiques.
Donc il y a l'épidémiologie donc descriptive, très simple, donc le cancer de la cavité, orale et du pharynx représente 75 des cancers des voies aériennes, truc facile. Ensuite, il y a l'épidémiologie étiologique, donc là, on va évaluer les facteurs de risque. On a 13 fois plus, voilà, donc le risque de développer un cancer dans la cavité buccale est, 13 fois plus élevé lorsqu'on consomme de l'alcool et lorsqu'on fume. Il y a l'épidémiologie évaluative, où on va évaluer un traitement ou une intervention. Donc, exemple, les politiques de vaccination anti-HPV ont permis de diminuer de X les cancers. Ensuite, donc, il existe donc les différents types de design, donc l'épidémiologie vraiment descriptive, avec des séries de cas. On a une base de données, on recueille les données, voilà, ou rapport de cas. Les études donc, de cohortes dites transversales. Pour les études étiologiques, donc il y a les études de cohorte longitudinales, donc on va voir exposé versus non exposé. Les études cas témoins, et ensuite on a les études évaluatives, donc et études comparatives. Donc pour faire un petit peu un schéma graphique, donc les études cas témoins, donc bah, vous avez un groupe témoin de patients qui n'ont pas de cancer, un groupe témoin, un groupe de patients avec un cancer. On va regarder les antécédents de ces deux populations et on va regarder on va faire une comparaison de ces antécédents qui va nous permettre de bâtir des conclusions. Donc c'est vraiment là, c'est des études dites rétrospectives. On a l'étude de cohorte, donc fumeurs versus non-fumeurs, on les suit et on regarde ce qui se passe à la fin. Et on a l'étude randomisée, donc vous avez un groupe de patients, allocation complètement au hasard dans un bras ou dans un bras B, et on regarde les résultats à la fin. Donc là, c'est un petit résumé de tout ce que je viens de vous dire. Donc ensuite, il y a les revues de la littérature. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire une synthèse critique de l'état de l'art, de toutes les études qui ont été menées sur une question précise. Donc, je surligne bien, c'est une démarche qui est rigoureuse et qui doit suivre les critères PRISMA. Donc, il y a une recherche qui doit être exhaustive des études publiées sur la question, justification du choix des études incluses et du mode de recherche, évaluation de la qualité méthodologique des études incluses, et enfin une synthèse des résultats. Ça doit se présenter comme ça. Dans toute étude, dans toute revue de la littérature, il doit y avoir ce flowchart qui permet de savoir, on part de temps, analyse de 2 ou 3 bases de données. Avec tant, on a identifié tant d'études et à la fin, on va faire une synthèse des études qu'on a sélectionnées. Enfin, il y a les méta-analyses. Donc, c'est une synthèse, donc cette fois-ci statistique, des résultats de plusieurs études sur un même objectif. Donc l'avantage, ça augmente le nombre de patients, donc la puissance statistique. Ça augmente aussi la générabilité des résultats. Le gros inconvénient, donc je reviens à ce que je vous avais dit dès le départ, le biais de publication. Parce que forcément, si les études négatives ne sont pas moins publiées, forcément, lorsqu'on va vouloir faire une méta-analyse, comme elles n'apparaissent pas, on va faire une surestimation de l'effet du traitement. Donc c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle il est vraiment fortement recommandé de publier des essais qui sont négatifs. Même maintenant, je sais qu'il y a de plus en plus d'éditeurs, de journaux qui acceptent des études qui sont négatives. Et ensuite, il peut y avoir quand même alors une hétérogénéité importante entre les études. Donc il faut bien regarder dès le départ les critères d'inclusion et de non-inclusion de toutes les études qu'on va inclure. On va dire le graphique principal, d'une méta-analyse doit se présenter comme ça. Donc ça va être la survie, la PFS. Donc on prend toutes les études, on regarde dans quel sens ça va et à la fin, on fait une synthèse statistique. Donc on voit que, dans ce cas-là, le traitement, de contrôle fait, nettement moins bien
que le traitement expérimental. Il y a les études dites qualitatives, donc pour faire vite, les études qualitatives, donc ça va être principalement des études de qualité de vie avec des questionnaires. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on n'a pas de questions dans le chat. Laure, est-ce que tu veux que On je a continue? Ah, on a tu quoi, 2-3 dias sur la gestion des données, c'est ça? oui. Bah, vas-y, finis peut-être Mmh. là-dessus. Alors, Moi, j'aime gestion des tourner un données. peu, mais Donc, le cahier d'observation, donc qui va être papier ou électronique, donc maintenant principalement c'est électronique. L'informatisation des données, donc avec les logiciels de saisie spécialisés, tout ça. Le data management, donc qui va permettre la cohérence des données, la gestion des données manquantes et donc la qualité des données. Donc il y a l'aspect réglementaire avec la NSM, le CPP et la CNIL. Donc les types de variables que je peux rencontrer, donc les variables quantitatives, donc ça va être le poids, la taille, l'âge. Les variables dites qualitatives, donc le sexe, groupe sanguin, couleur de cheveux. Les variables dites ordinales, donc performance statut, donc performance 0, 1, 2, 3, 4. La biologie, des variables de comptage, nombre de grossesses pour une patiente. Alors ensuite, il y a les variables, donc ça c'est important, c'est les variables dites censurées. Donc les variables censurées, c'est une variable qui va être à la fois quantitative et à la fois qualitative. Donc on va prendre en compte pour une survie, délai de survie. Donc on va prendre un état, est-ce que le patient est décédé? Oui, non. Et on va prendre le délai entre l'inclusion du patient et la date de survenue du décès. C'est pour ça que je dis que c'est un peu une variable qui est quantitative et qualitative parce que ben, elle regroupe les deux. L'état décès oui non, ça va être du qualitatif, et quantitatif, ça va être un délai. Et ensuite, on a les mesures qui sont répétées au cours du temps. Donc ça, bon, je passe vite, vous pourrez avoir accès, il n'y a pas de souci à ces slides. Là, c'est comment on calcule un nombre de sujets nécessaires. Donc vous voyez bien que dans le calcul de sujets nécessaires, on va fixer le alpha et le bêta. Comme je l'ai dit, généralement 5 pour le alpha et 20 pour le bêta. Donc là, ce sont des exemples que vous pourrez refaire avec le logiciel. Donc c'est un logiciel qu'on trouve sur internet, accès en ligne, online, BiostatGV. Donc vous pouvez refaire, sans difficulté, ce type de calcul, nombre de sujets nécessaires. Donc vous voyez comment ça se présente. On a juste besoin de rentrer nos hypothèses et il vous rentre. Derrière, c'est le logiciel R et il vous rentre le nombre de patients à inclure. Donc les représentations graphiques, donc des histogrammes de l'âge. Il y a des box plots. Ça, ce sont les graphiques principaux, les courbes de survie. Les types de variables, donc au niveau des mesures de position, donc on a les moyennes, la médiane. On va avoir les quartiles, la variance, les quartiples, les intervalles de confiance, très important. Au niveau du des variables qualitatives, donc on a des fréquences qui sont dites absolues ou relatives. Donc absolu, le nombre de cas, relative, ça va être du pourcentage, toujours associé à un intervalle de confiance. Et voilà. merci beaucoup. Désolé pour les 6 minutes de retard. Non, mais écoute, on a quelques personnes qui se sont déconnectées, mais on a encore du monde, donc c'est que ça a intéressé. Mmh. Je pense que c'était intéressant quand même de finir là-dessus. Hem, j'ai dans le chat, voilà, merci beaucoup dans le chat. Ah! J'ai juste une question, si tu as encore quelques minutes. Que Oui, fait-on des patients inclus à tort? On remplace? Point d'interrogation. normalement, dans le calcul du nombre de suivis nécessaires, on doit prendre en compte, les patients inclus à tort, patients perdus de vue. Donc on va faire un calcul du nombre de suivis nécessaires. On va dire que en fonction des hypothèses, on doit mettre
100 patients, ben, on va dire que, allez, à peu près, on va rajouter 10 à 15 patients. Après, toujours là, c'est une question à discuter avec le clinicien, du nombre de patients qui pensent être perdus de vue, ou qui vont être inclus à tort. Donc ça, faut l'anticiper dès le départ. Donc des fois, j'ai des cliniciens qui me disent: «Non, moi dans mon essai clinique, mais tu peux rajouter, 4-5 patients, mais pas plus» et des fois, ils vont me dire: «Bah, si on risque d'avoir un petit peu de perte, donc tu peux monter jusqu'à 20-25 et beaucoup, mais ça m'est déjà arrivé. Donc ça, c'est à prendre en compte dès le départ. L'objectif de prendre en compte ça, c'est de pouvoir toujours avoir le nombre de patients minimum qu'on a calculé pour pouvoir répondre à notre hypothèse. Parce que si on a calculé 100 patients, avec un alpha à 5 et un bêta donc à 20 ce qui nous fait une puissance de 80 bah, si sur ces 100 patients, bah, finalement à la fin on en a, allez même 5 perdu de vue, ben, l'analyse ne fera pas sur 100, mais sur 95, mais ce qui veut dire que la puissance ne sera plus de 80 mais va être, beh, de 70 ou de 75. Donc on rajoute artificiellement ces perdus de vue pour pouvoir répondre toujours à nos hypothèses de départ. Merci Jocelyn, c'est tout bon. Et je crois qu'on a comment analyser les courbes de survie? Ouh là, vaste question. Oui, alors, comment analyser les courbes de survie? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'une courbe de survie, donc doit toujours commencer à 100. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, la courbe rouge, bah, dès le départ, elle diminue un petit peu. Ce qui veut dire que, bah, c'est-à-dire qu'au niveau de notre base de données, on a un patient où il se passe un événement où il n'a pas de délai, il manque quelque chose. Voilà, soit il décède tout de suite, donc là, on peut se poser la question, bah, est-ce que ce patient aurait dû être inclus dans l'analyse? Ou bien, c'est un patient, il manque soit son état, soit le délai. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va regarder donc chaque fois qu'il y a, au niveau de la courbe de survie, un escalier, ça veut dire qu'il y a un événement. Donc l'événement, ça peut être soit la récidive locale, régionale ou métastatique, ou bien ça peut être un décès. La survie, c'est une analyse d'événements. Il se passe quelque chose, ça peut être même une toxicité. Donc il y a un escalier, il se passe quelque chose. Et ensuite, des fois, vous voyez des petites croix. Donc une petite croix sur une courbe de survie, ça veut dire que le patient, il est censuré. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on sait qu'il est vivant, mais après on ne sait plus ce qui se passe. Voilà. Ça veut dire, bah, que le patient, voilà, on n'a plus d'informations après. Voilà, on sait que donc là, par exemple, là, on le voit bien. Donc sur la courbe verte, on voit que, beh, à 50 mois, bah, il y a un patient qui a atteint un délai de survie de 50 mois, mais après on ne sait pas ce qui se passe. Et toujours sur cette courbe verte, bah, le dernier patient a été censuré à 60 mois. Voilà. Après, ce qui se passe, on ne sait pas. Voilà, c'est vraiment les grands trucs, voilà. Après la question de la survie, c'est comme tu as dit, c'est un vaste sujet qui Ouais, pourrait faire l'office rien que d'un cours. ouais, exactement. J'ai une autre question. Bonjour, merci. Si je comprends bien, une analyse intermédiaire P égale 0,025, 2 analyses intermédiaires P égale 0,012 et cetera. C'est bien ça? On va dire que on va dire que c'est ça. Après, il y a des Ah, oui, c'est parce il y a des qu'après règles. il y a des techniques de prise en compte du nombre d'analyses où on peut être plus stringent, dès le début ou plutôt à la fin. Mais là, ça devient c'est un petit peu, hors du cours, hein, donc vraiment, on va dire que en fonction du nombre d'analyses, on va couper le alpha par le nombre d'analyses. Voilà. Donc c'est un peu c'est ça, voilà. L'esprit, c'est ça, voilà.
J'ai une question sur l'accès à la présentation, donc rien à voir avec le voilà. Pour information, la présentation du jour a été enregistrée. On la rendra disponible, sur la page du groupe, mais on vous enverra le lien. Après, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez, des questions plus précises. On peut même se faire une visio, si vous avez des questions, voilà, je suis disponible. Bah, c'est très gentil, Jocelyn, et merci beaucoup, pour cette présentation qui a attiré du monde, puisqu'on a encore une cinquantaine de personnes, en ligne, et pour ces explications très claires. Je pense qu'on a tous des questions, sur, les statistiques, qui sont là dans notre quotidien à tous. Donc merci beaucoup, Jocelyn, et merci à tous pour votre participation. Nourcha vous transmettra à tous, le programme des prochains webinaires, et puis comme on le disait, on vous donnera le lien pour retrouver la présentation si vous voulez la revisionner ou la montrer à vos collègues. Voilà, merci à tous et bonne journée Bonne journée, au revoir. et au revoir.